On va commencer cette revue par une vidéo qui va nous réveiller tous. J'espère que vous êtes prêts. You little scumbag! I got your name! I got your ass! You will not laugh! You will not cry! You will learn by the number! Happy Pride. Happy Pride Month, and actually, let's declare it a summer of pride. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Sir, you got a war face? Ah! That's a war face! Now let me see your war face! Ah! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face! Ah! I hear it and I know I know you wanna take. You will be a weapon. You will be a minister of death, praying for war. But until that day, you are pukes. You are the lowest form of life on earth. You are not even human fucking beings. You are nothing but unorganized, grabastic pieces of amphibian shit. How to Abracadabra, these bitches know I got answers the way It I. looks to me like the best part of you ran down the crack of your mama's ass and ended up as a brown stain on the mattress. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Lets me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine. Bon, on est bien réveillés là quand même. Bon, voilà, je voulais commencer cette revue par cette vidéo. Donc vous avez compris, c'est un... attends, je vais vous le remettre. C'est un tweet publié par le compte Twitter, le compte X, pardon, officiel de Donald Trump, avec ce commentaire tout en subtilité: We will not have a woke military. Donc un clip promotionnel et de campagne, vous l'avez compris, de Donald Trump. Pourquoi je vous le montre? Je vous le montre parce que je voulais commencer cette revue par une séquence sur la campagne américaine. Et je commençais par ça parce que, bon, au-delà du fait que ça montre la dinguerie de la campagne US, il y a Hélène qui vient ajuster le son. C'est un caméo. Le son est de gauche. Ah oui, le son est de gauche. Voilà, le son est de droite maintenant. J'espère que ça va mieux pour tout le monde. Du coup, voilà. Donc, je voulais commencer par ça parce que c'était important de faire un point sur la campagne américaine qui commence. L'élection aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre. Donc, ça s'approche à grands pas. C'est dans 15 jours, 20 jours. Donc voilà, donc ce clip de campagne, bon, il montre la dinguerie de Donald Trump. Vous avez il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez bien vu que c'était à la fois extrêmement transphobe parce que l'idée c'est que en gros l'armée façon démocrate ce serait uniquement des personnes LGBT et trans. Quand bien même ce serait ça, je ne vois pas le problème, mais évidemment c'est complètement une fake news. Et voilà. Alors ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est que vous l'avez peut-être reconnu, Trump. Donc là, vous avez vu l'opposition, c'est donc président Donald Trump contre Comrade Kamala, donc camarade Kamala. Évidemment, l'accusation de communisme aux États-Unis, ça mange pas de pain, c'est gratos, mais ça marche toujours auprès de la base républicaine conservatrice. Et surtout, vous avez reconnu les extraits qu'utilise le président Trump. C'est un film, et ce film, c'est Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Je pense que Donald Trump n'a pas compris Full Metal Jacket, puisque c'est précisément, et l'œuvre de Kubrick en général, est une dénonciation du militarisme. Est-ce qu'il a eu les droits? Bonne question. Alors justement, je vais y venir après. La question des droits, il y a la fille de Kubrick qui détient les droits, qui s'appelle Viviane Kubrick, qui a dit qu'elle a un peu tourné la carte. Elle est un peu zinzin, les complotistes de droite, clairement. Elle a dit bien sûr que mon père aurait été pour Trump, aurait été ravi que Donald Trump utilise les extraits de mon père. Voilà, sauf que en fait, Full Metal Jacket, je sais pas si vous l'avez vu, mais cette séquence là avec le sergent, l'adjudant qui admoneste ses troupes, c'est précisément une critique de l'armée et de son carcan autoritaire, etc. Et je veux pas vous spoiler, mais à la fin, il y a quand même un mec qui se suicide dans les troupes. Donc franchement, c'est pas du tout une apologie de l'autoritarisme militaire, loin s'en faut. Et donc voilà, Trump l'a utilisé. Et est-ce qu'il avait le droit? Je ne sais pas.
quelqu'un de tuyau dit les faf qui ne comprennent pas quand la pop culture se fout de leur gueule, trop bizarre. Ouais, c'est pas la première fois, mais après la récupération, elle est sale quoi. Genre c'est parce que par ailleurs, il parle pas, enfin il parle à sa base en fait, hein, de toute façon, donc qu'il instrumentalise et qu'il dégie une vidéo de son, enfin un film de son contenu politique, c'est pas nouveau quoi. C'est pas son objectif de rendre hommage à Kubrick, hein, on est bien d'accord. Euh, c'est pas très tendre envers l'armée quand même, il a choisi un vrai instructeur des armées pour le rôle. Oui, non mais tout à fait, bien sûr. Non mais c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer le niveau, en fait, c'est aussi pour montrer le niveau du débat actuellement, c'est-à-dire aux États-Unis. Le niveau en France vole pas très haut, mais on se rassure un peu quand on regarde, enfin on se rassure. On s'inquiète parce que c'est peut-être notre futur, mais quand on voit le niveau aux États-Unis, voilà. Donc enfin, c'est clairement tapé comme des sourds sur le wokisme. Mais bon, ça nous rappelle des choses chez nous aussi. On est peut-être un peu moins bourrin, mais on n'est pas si loin quand même des fois hein, quand on regarde les plateaux de CNews. Je voulais vous montrer ça parce que par ailleurs, bon là c'est pour vous montrer un peu l'opposition, mais faisons un petit point sur la campagne. Malgré ces dingueries et malgré le niveau de violence de Donald Trump et l'idée qui parle surtout à sa base, bah, les sondages sont pas hyper favorables non plus à Kamala Harris. Et l'idée qu'on avait il y a quelques semaines de dire bon c'est plié maintenant qu'il y a Kamala qui est lancée, Biden débranché, c'est bon c'est gagné pour les démocrates, et ben c'est pas du tout le cas. Et je voulais vous montrer à ce propos-là un reportage qui fait la une de l'UMA ce matin. J'ai pas la une papier sous la main, mais je vais vous lire l'article. Oui, je commence par un truc de chez nous. C'est un peu de l'autopromo, mais le reportage est intéressant. Donc, c'est un reportage de Christophe de Roubaix qui s'est rendu à un meeting de Kamala Harris en Pennsylvanie à Erie. Et c'est très intéressant parce que donc la Pennsylvanie, pour vous contextualiser un peu l'endroit, c'est ce qu'on appelle un swing state. Donc, je pense que vous savez ce que c'est, mais un état bascule, donc, c'est-à-dire que la campagne américaine, comme c'est un scrutin indirect où il faut gagner des États pour gagner les grands électeurs associés à cet État, pardon. En fait, il y a plein d'États qui sont sans surprise, où on sait que c'est des États soit républicains, soit démocrates. Genre la Californie, il n'y a pas trop de doute que ce sera démocrate, et le Wyoming ou des États du Nord comme ça, on sait que ça vote à 70% républicains. Donc c'est pas la peine d'aller faire campagne là-bas. Quand on est démocrate, on va pas dans le Wyoming. De toute façon, c'est plié, quoi. Puis en plus, c'est pas beaucoup de grands électeurs en l'occurrence. Mais par contre, les swing states, c'est ceux qui sont indécis, qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, et qui, à la fin, au bout du compte, sont ceux qui seront déterminants. Trump avait gagné en 2016 en gagnant dans les swing states, dont la Pennsylvanie, qui ensuite était passée pour Biden la fois suivante. Donc, état clé, swing state. Et donc Kamala Harris est en campagne là-bas, et je vais vous lire le reportage parce que voilà, c'est à la fois sur le meeting et sur ce qui se passe aux alentours. Je vais vous le lire entièrement, il dure à peu près 6 minutes, et après on discutera. Emily et Alex sont passés leur matinée à naviguer entre leur bureau et la fenêtre, à scruter le ciel. Ça continue de tomber, constate dépité la première après un énième aller-retour. La météo confirme que ça va se lever en début d'après-midi, il rassure le second. De toute façon, on n'a pas tant de désistements que ça, et il y a encore du monde sur la liste d'attente, ajoute-t-il. Emily respire un peu en regagnant sa chaise au fond du local, loué pour l'occasion. Ça va aller, allez, on retourne bosser. Les deux jeunes militants venus de Denver et de la banlieue de Washington font partie des 11 organisateurs salariés de l'équipe de campagne de Kamala Harris à Erie, Pennsylvanie. Ils sont tous un peu tendus en ce lundi 14 octobre. La candidate vient tenir un meeting dans la plus grande salle de la ville, et la pluie, qui tombe sans discontinuer depuis la veille, risque de décourager les sympathisants à la perspective d'attendre pendant des heures, sans possibilité de s'abriter sous un grand parapluie. Recommandation express des services secrets. Services secrets qui sont un peu tendus depuis les tentatives de meurtre, notamment sur Donald Trump, vous en doutez. Cela fait 16 ans qu'un candidat démocrate n'a pas mis les pieds dans ce bout du bout de Pennsylvanie. Il s'agissait de Barack Obama pour un meeting sur un des campus de la ville. En 2016, Hillary Clinton n'avait pas fait halte dans ce comté de 270 000 habitants qui votaient démocrate depuis 1988. Une grosse erreur selon Robert Spiel, professeur de sciences politiques à l'université Penn State Bear End, aux Erie. Donald Trump faisant basculer ce fief démocrate et avec lui la Pennsylvanie, remportant ainsi la présidence, donc en 2016. Même si elle emprunte au registre rhétorique centriste d'Hillary Clinton, et on va revenir sur ce point, Kamala Harris prend soin de ne pas répéter cette erreur. Depuis le retrait de Joe Biden, la vice-présidente en est à son 10e déplacement en Pennsylvanie, le plus important des États clés, avec ses 19 grands électeurs où les deux candidats sont donnés au coude à coude. À Erie, 93 000 habitants, comme ailleurs, elle a déployé de grands moyens pour mener une campagne de terrain. Grâce à une levée de fonds record, $1 milliard depuis son entrée dans la course, 353 bureaux ont été ouverts et pas moins de 2500 organisateurs embauchés. Ils sont donc une bonne dizaine dans cette ville d'Erie à faire tourner une machine bien huilée.
Je n'en ai que 3 auxquels il faut ajouter quelques volontaires, constate un peu amer Tom Eddy, le président de la section républicaine locale, donc les adversaires. L'avantage des démocrates est massif. Près de 200 militants volontaires ont quitté samedi en 2 vagues le QG de campagne situé en plein centre d'Erie pour aller faire du porte-à-porte. Parmi eux, de nombreux syndicalistes, venus de Buffalo, dans l'État de New York, assurés de tomber dans l'escarcelle démocrate. Ils avaient tous une feuille de mission bien précise, avec les noms et adresses des électeurs à rencontrer et des informations bien ciblées. Une telle a signé une pétition pour le droit à l'avortement, un tel est enregistré démocrate mais n'a pas voté en 2020, etc. C'est toujours un peu nerveux qu'Emily a rejoint en début d'après-midi l'arène Area Insurance sous un ciel devenu pourtant clément. La formation d'une longue file d'attente a fait baisser le niveau de stress mais sans la ramener à zéro. Ce genre d'événement, jusqu'au bout, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors que les portes s'ouvrent à 15h, c'est sur plusieurs centaines de mètres que serpente une file à l'image de la sociologie du comté, ultra majoritairement blanche, mais avec un nombre significatif d'Africains-Américains. Ils sont 16% de la population de la ville-centre et votent massivement pour les démocrates, plutôt vieillissants, mais avec la présence notable de jeunes et de trentenaires manifestement populaires. Le comté d'Erie compte moins par les quelques milliers de voix qu'il peut donner à la candidate démocrate que pour ce qu'il représente. Je crois vraiment qu'Erie est le meilleur baromètre de Pennsylvanie. Il est certainement l'un des 5 meilleurs du pays, estimé auprès de la chaîne ABC, John Fetterman, sénateur démocrate de Pennsylvanie. Si vous ne pouvez pas vendre votre produit à Erie, il sera très difficile de le vendre dans toute la Pennsylvanie. En 2020, Biden avait repris de peu, 50-49 avec 1500 voix d'avance, le territoire perdu par Hillary Clinton, 49-47, 2000 voix de retard sur Trump. Selon le dernier sondage réalisé par le quotidien USA Today et l'université Suffolk, après le débat Trump-Harris du 10 septembre, la candidate démocrate devancerait l'ancien président républicain 48 contre 44. Depuis, Donald Trump a tenu un meeting à Erie et surtout, les enquêtes d'opinion ont montré un resserrement général dans les swing states. Le New York Times, qui travaille avec l'Institut 538, évoque un écart d'un seul point, 49-48 pour l'ancien président et 50-47 au niveau national. S'il reste 3 semaines avant le vote en personne du 5 novembre et 8 jours avant la fin de l'enregistrement sur les listes électorales, le scrutin a d'une certaine façon déjà commencé avec les votes par correspondance, dont la part grandit à chaque cycle électoral. Avant de rejoindre une salle, donc on arrive au meeting, avant de rejoindre une salle bondée, 5400 personnes, Kamala Harris a effectué un arrêt dans un lieu fraîchement créé qui fait à la fois café et disquaire, Legendary Records and Coffee House, afin d'avoir un échange avec les propriétaires Alana et Ishmael Traynor, ainsi que d'autres entrepreneurs et responsables locaux africains-américains. L'un des thèmes du moment dans la presse américaine porte sur la désaffection supposée des hommes noirs. Barack Obama les a récemment mis en garde contre la tentation de Donald Trump et la candidate a dévoilé un plan économique spécialement pour eux. Cela ressemble à du micromanagement de segments d'électorat, sans que l'on puisse distinguer le message global envoyé. Dans un discours de moins de 30 minutes, la candidate a déroulé les mêmes propositions tièdes, réduction d'impôts, facilitation de la création d'entreprises, amélioration à la marge du système de santé, qui n'ont pas semblé jusqu'ici énergiser les électeurs traditionnels de la coalition démocrate. Au point de provoquer ce drôle d'aveu de la part de la vice-présidente, dans cette élection, nous sommes les outsiders. On me dit que le son est un peu loin, je vais me rapprocher du micro si vous voulez. Voilà, c'était ce reportage donc, de Christophe Deroubet pour l'UMA à Erie. Que dire, voilà, vous voyez à quel point les indicateurs sont pas rassurants pour l'élection. En fait, ça patine. Et ça patine pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a eu un effet. En fait, il y a des dynamiques dans une campagne électorale. La première dynamique, Trump avait une dynamique pour lui après la tentative d'assassinat. Et maintenant, c'était à son moment à lui, il y avait le côté presque martyr, presque une espèce d'aura christique au fait il a échappé à la mort, etc. Pas la démission, mais le renoncement de Biden suivi de l'entrée en liste de Kamala, ça a été la Kamala Mania pendant quelques semaines. Et maintenant, en fait, c'est retombé puisqu'il n'y a plus d'effet neuf et surtout, on en vient au fond, quoi. Et en fait, Kamala, elle pêche autant que Biden sur sa politique. C'est-à-dire qu'il y a une base très à gauche, notamment dans la jeunesse américaine, qui attend des propositions beaucoup plus jeune, beaucoup plus à gauche, que ce que Kamala Harris propose. Et je voulais vous montrer à ce propos-là un autre article, on va pas vous le lire cette fois en entier, mais qui me paraît important. C'est une de la presse américaine, c'est Jacobin. Je ne sais pas si vous connaissez Jacobin, c'est une super source. Donc c'est un magazine américain mais socialiste, clairement qui se dit socialiste et qui, vous l'avez vu au titre, et un peu fan de Révolution française puisqu'il s'appelle Jacobin. Donc ils sont proches de Bernie Sanders, d'Oscario Cortez, voilà, ces gens-là.
Et donc voilà. Et donc ils font un article qui est sorti le 12 octobre qui s'appelle donc Is Kamala 2024, Clinton 2016. Donc est-ce que Kamala 2024 c'est Clinton 2016? Sous-entendu, est-ce qu'elle va faire les mêmes conneries? Est-ce qu'elle va perdre? En fait, non, c'est ça l'idée quand même. Je vous le lis pas entièrement, mais je vous le conseille, franchement, parce que alors si vous êtes anglophone, parce que c'est vraiment un papier super intéressant sur le fait qu'en fait les démocrates n'ont pas tant appris que ça des erreurs de Clinton. Alors, effectivement, les différences, c'est comme vous l'avez lu, on l'a lu dans le reportage d'avant. Cette fois, ils sont allés un peu quand même dans les swing states et notamment les coins où c'est vraiment tendu, où c'est pas forcément leur électorat historique, mais ils y sont là où Clinton n'était pas du tout allé en campagne. Cette fois, Kamala y va. Mais néanmoins, il y a un problème de programme en fait. Et donc voilà, le papier revient notamment sur le fait que sur le Medicare, elle est très légère. Sur le, tu vois, il y a une phrase là. Harris a dit qu'elle allait augmenter le salaire minimum, mais elle se refuse, elle s'entête à ne pas dire à combien elle veut l'augmenter. Voilà, des questions comme ça. Enfin voilà, elle a une ligne très centriste qui ressemble à celle d'Hillary Clinton et qui est un pari. C'est-à-dire, en gros, c'est grâce à, en fait, il y a un double pari. Le pari, c'est d'abord, de toute façon, il y a des gens qui vont voter pour moi parce que Trump est un épouvantail. Ce qui a marché en partie pour Biden en 2020, mais en même temps, il y a un épuisement de Biden et donc de Kamala Harris qui était sa vice-présidente. Donc ça peut pas marcher à tous les coups. Et surtout, le pari, c'est de dire si j'ai une ligne centriste, je vais énerver un peu l'aile gauche des partis démocrates, mais de toute façon, ils vont jamais voter Trump, ces gens-là. En revanche, je vais pouvoir récupérer les républicains modérés, qui sont parce qu'il y a une partie même si le parti républicain c'est très largement trumpisé, très largement acquis à la base MAGA, donc Make America Great Again, très largement acquis, très largement convaincu que l'élection de 2020 avait été volée. Enfin voilà, toutes les mythes trumpistes ont largement imprégné le parti républicain, mais il reste des gens qui sont des républicains dits modérés, un peu centristes en gros, et qui pourraient tout à fait voter Kamala Harris si elle leur fait un programme pour eux. Mais évidemment, au risque de perdre des gens sur l'aile gauche. Il y a Amo Clofer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui dit difficile de choisir entre deux soutiens zélés du génocide qui proposent la même politique économique. C'est un peu ça. Alors évidemment, il y a la question de la Palestine, tu as raison de la soulever. Kamala, elle pêche aussi, enfin elle est plombée par le soutien indéfectible de Joe Biden à Israël, la livraison d'armes, par exemple, on va en parler plus tard d'Israël, mais le fait que les États-Unis n'ont pas réagi extrêmement offensivement au fait que Israël ait attaqué des casques bleus, qui équivaut presque à un blanc-seing pour attaquer les casques bleus au Liban. Bon, tout ça, évidemment, il y a une partie de l'électorat, notamment américain arabe, mais pas que, qui se refusera à voter Kamala Harris tant qu'il n'y aura pas de garantie sur cette question-là. Bon, par ailleurs, évidemment, c'est pas avec Trump que la situation de Gaza va s'améliorer, on est bien d'accord, mais voilà. Frandaïs qui nous demande: la jeunesse américaine serait donc plus socialiste que le reste de la société et voudrait des mesures sociales fortes et pas uniquement de façade. Alors, socialiste, on va y aller tranquillou parce que voilà, c'est pas forcément tout le monde le dira pas comme ça, mais oui, il y a une imprégnation. En tout cas, je l'ai plus en tête, mais il y avait des sondages qui montraient qu'il y avait plus de jeunes américains qui osaient se dire socialistes, ce qui est un gros mot aux États-Unis vraiment, qu'avant. Ce qui déjà montre qu'il y a mais parce qu'en fait, tu as une génération Bernie Sanders en fait, ou AOC, et voilà. Mais effectivement, oui, tu as raison. Il y a une jeunesse diplômée des campus américains, notamment, qui est une jeunesse bien plus à gauche que l'establishment démocrate et bien plus à gauche que Kamala Harris. Ça, c'est une certitude. Je veux dire, c'est les gens qu'on a retrouvés dans les manifs pro-Palestine, par exemple, sur les campus. Voilà, ces gens-là, clairement, ils attendent évidemment des mesures fortes sur Gaza et sur le Liban, mais pas que, aussi sur la question sociale, sur la dette étudiante, enfin bref, des questions comme ça. Sur la sécurité sociale, enfin c'est pas une sécurité sociale, mais sur le Medicare, etc. Alors il y a Moklofer qui dit: ils voteront Jill Stein. Alors Jill Stein, pour ceux qui ne savent pas, c'est la candidate écolo
qui effectivement est présente. Alors je crois qu'elle n'est pas candidate dans tous les États parce qu'elle ne peut pas se candidater dans tous les États de mémoire, mais en tout cas c'est un peu une de ces petits candidats qu'on oublie souvent parce qu'il n'y a pas que 2 candidats techniquement aux États-Unis. Mais bon, les deux gros évidemment écrasent tout. Mais ouais, Jill Stein, dans des États swing states, ça devient un problème pour les démocrates parce que si elle prend des voix de gauche, elle peut faire perdre Kamala Harris en fait. Et d'ailleurs, je ne sais plus dans quel État, mais il y a un État où les démocrates ont commencé à faire des clips pour taper sur Jill Stein, ce qui montre que ça commence à un peu être fébrile, quoi. Si tu commences à taper sur le tout petit candidat de gauche dans ton État, c'est que tu commences à penser que ça craint pour toi, quoi. Et que tu tapes plutôt sur lui que sur Donald Trump, c'est qu'il y a un souci. Et un dernier truc pour compléter, je voulais vous montrer ce tweet de Philippe Corbet, qui est journaliste à BFM et qui est aux États-Unis. Donc il nous montre cette une de Kamala Harris pour Vogue, qui est sortie Vogue US, qui est sortie en octobre. Belle une, mais nous dit Philippe Corbet, il a raison. Bon, cette une de Vogue ne devrait pas faire bouger une seule voix parmi les électrices indécises des banlieues de Philadelphie, Pittsburgh, Détroit, Milwaukee, qui détermineront l'issue de l'élection, mais les donateurs de Manhattan et Bel Air vont adorer. Bah ouais, ça montre aussi, c'est un indicateur de où va la campagne de Kamala Harris. Voilà, c'est une anecdote, mais je voulais vous le montrer. Ça, c'est vraiment, c'est sûr que c'est pas une campagne à gauche ça, quand tu fais la une de Vogue. C'est un peu chic et bourgeois pour l'establishment, clairement. Donc voilà, bon, c'est pas tout ça n'est pas très rassurant pour l'issue de l'élection. Je rappelle que voilà, évidemment, quelqu'un disait qu'entre un soutien à une politique génocidaire, on ne sait que choisir. Voilà, sauf qu'effectivement, si ça passe, si c'est Trump, il y aura probablement un aggravement du soutien, c'est même sûr, du soutien des États-Unis à Israël. Voilà. Enfin, je rappelle que Donald Trump a dit que Gaza pourrait potentiellement être aussi joli que Monaco, donc quand on devra le reconstruire. Donc il se projette déjà dans l'après, une fois que Gaza sera rasé, on fera des hôtels, c'est bien. Voilà, c'est ce genre de dinguerie qu'a dit Donald Trump. Donc effectivement, il y en a, pour Israël, ce sont 2 soutiens, mais il y a quand même une différence de degré. C'était tout ce que je voulais vous montrer pour les US. Est-ce que vous voulez qu'on continue à en parler ou je passe à l'actu suivante? J'attends de voir si le chat a des suggestions, mais sinon on ne peut pas faire pire qu'un génocide, donc Trump ou Harris, ça ne changera rien. Ouais, mais en fait la différence c'est que tu vois sur le Parti démocrate, quand bien même ça n'a pas bougé, Kamala Harris elle est aussi tributaire de sa base. Donc non, t'inquiète, t'as raison de le dire. Donc je pense qu'il y a plus de chances, ça c'est mon avis, mais il y a plus de chances de peser et de faire pression sur un establishment démocrate, quand bien même il est, et c'est incontestable, soutient l'Israël, que de faire entendre raison à Donald Trump. Si tu veux, je pense que les étudiants, par exemple, pro-palestiniens des campus, ils ont été réprimés sous Biden, mais ils ont quand même plus ils ont plus ils ont plus de chances de peser, quoi. Après je dis pas que c'est automatique, bien sûr, mais Trump lui en a rien à foutre, on verra la police défoncer toute contestation de la Palestine sans problème, quoi. Quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on a à faire des élections américaines, ils savent même pas où se trouve l'Europe. C'est sans doute vrai, mais ils savent peut-être pas, mais ça a quand même un impact sur l'Europe. Ça a un impact, je rappelle par exemple, ça a un impact en Ukraine. Si Donald Trump cesse par exemple de soutenir militairement l'Ukraine, tu verras que le front russe va vite avancer. Donc oui, on n'en a pas rien à faire. C'est la première puissance mondiale et donc celui qui préside la première puissance mondiale a un petit impact sur le reste du monde, Europe comprise et France évidemment incluse. Et puis de toute façon, si on est internationaliste, on s'intéresse un peu à tout. On s'intéresse pas que à la France. Voilà pour ce que je voulais dire des États-Unis. Impact sur l'OTAN aussi, oui. C'est la question on rappelle que Trump voulait retirer les billes de l'OTAN. Évidemment que ça peut avoir un impact. Non, mais c'est un impact sur plein de trucs de toute façon. Sur la Chine, la relation avec la Chine, enfin bref. Je vais pas aller, ça nous embarquerait trop loin, mais c'est pas juste. Bon, déjà, ça a un impact pour
Par ailleurs, hein, vous avez vu la vidéo qu'on a mis au début avec la charge transphobe de Donald Trump sur les questions de l'armée. Si, ça a un impact sur les gens, je veux dire, ça a un impact sur les minorités, ça a un impact sur l'environnement, je veux dire, au niveau américain. La ligne climato-sceptique, transphobe, anti-VG, tout ce que vous voulez de Trump, vous avez bien vu que ça a un impact. C'est lui qui a nommé les juges de la Cour suprême, mais vous avez vu quel impact ça a eu sur le droit des femmes aux États-Unis avec la suppression de Roe versus Wade. Donc voilà, enfin je veux dire, on peut s'en foutre, mais ça me paraît compliqué, enfin ne serait-ce que par solidarité avec les Américains de gauche et les minorités américaines, je pense qu'il faut qu'on s'en inquiète. Pour poursuivre sur ces bonnes nouvelles, c'est une ironie, j'ai repéré une deuxième actu, je voulais parler parce qu'on n'a pas parlé de ça, j'habite au Japon, ça a un impact ici aussi, ouais, voilà, tout à fait, t'as raison de le rappeler. Du coup, oui, je voulais vous parler d'écologie, parce qu'on n'avait pas parlé la semaine dernière, et ça me paraît compliqué de ne pas parler d'écologie toutes les semaines quand même, parce que c'est un petit peu l'enjeu du XXIe siècle. Je vais partir dans le dessin de presse, parce qu'on n'a pas fait de dessin de presse non plus. Dessin de Luma aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, je vous laisse le découvrir 2 secondes. Voilà, donc 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. Qui sont les 30% restants? Donc on voit 5 bestioles 5 animaux climato-sceptiques qui nous disent l'écologie est très punitive, il faut raisonner l'usage des pesticides, le capitalisme doit s'adapter aux défis écologiques, les chasseurs sont les premiers écologistes de France. Voilà, que des dingueries qu'on entend sur les plateaux climato-sceptiques. C'est un plateau, c'est Pascal Pro version animalier là. Pourquoi je vous montre ça? Parce que et Trump sur l'écologie, ce sera pas fou non plus d'ailleurs, on est bien d'accord. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que j'avais un article que je voulais vous montrer. C'est paru le 10 octobre 2024, donc enfin le 10 octobre dernier, dans Reporter. Dauphins, grenouilles, les populations d'animaux sauvages se sont effondrées. Ça part d'une étude de mémoire du WWF, tout à fait, voilà. Qui dit que ces 50 dernières années, la taille moyenne des populations d'animaux sauvages suivies par le Fonds mondial pour la nature, donc le WWF, a diminué de 73%. Donc, ils suivent des populations animalières, ça veut dire que 73% des espèces ont disparu, mais 73% de la quantité a disparu. En gros, si tu suis une population, je sais pas, d'ours, ça veut dire que 70% de ces ours ont disparu. Pour le dire très vite. Donc il détaille cet effondrement écologique, enfin de la biodiversité. Donc par exemple vertébrés sauvages, moins 73%. Entre 1970 et 2020, la baisse moyenne des populations de vertébrés sauvages terrestres, marins et d'eau douce suivie par l'ONG a atteint 73%. Donc la taille des populations de vertébrés terrestres a baissé de 69% et des vertébrés marins de 56%. Les premières causes de déclin est le changement d'usage des sols, explique Yann Laurence, directeur des programmes biodiversité au WWF France. Il faut de la place pour nourrir le bétail humain, place qu'on prend sur la forêt. Viennent ensuite la surexploitation des ressources, donc forêt et pêche, le changement climatique, les pollutions, et notamment celles liées aux pesticides, les espèces invasives et les maladies. Donc voilà, par exemple, là où c'est le plus lourd, je crois, en termes de pertes, non, ça c'est en Amérique latine le plus lourd. Voilà, les vertébrés d'Amérique latine, des Caraïbes, moins 95%. Donc, vous voyez la réduction, c'est-à-dire qu'il a divisé presque par 10 les populations. En cause la conversion des prairies, des forêts, des zones humides, la surexploitation des espèces et l'introduction d'espèces exotiques. Il a été démontré par exemple que le changement climatique a exacerbé les effets d'un champignon dévastateur affectant certaines espèces d'amphibiens d'Amérique du Sud et dans les habitats relativement peu perturbés qu'il pourrait être à l'origine du déclin de certains oiseaux de la forêt amazonienne. Voilà. Vrai son de gauche. Je vais me remettre près du micro, j'espère que ça va mieux marcher. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle, vous vous en doutez. Je vais vous montrer ce sujet parce que voilà, c'est comme il y a la COP, il y a une actu aussi, c'est qu'il y a la COP biodiversité qui s'ouvre la semaine prochaine, lundi, je crois. Et ça va être un sujet, évidemment, de lutter contre l'effondrement de la biodiversité mondiale, avec les conséquences qu'on imagine sur l'écosystème global.
Et oui, on est clairement dans une nouvelle extinction de masse, hein, voilà, enfin, je veux dire, il faut le dire clairement. Euh, avec, comme vous avez pu le voir, une perte, un effondrement beaucoup plus fort en Amérique latine, par exemple, dans des zones où c'est plus pauvre. Voilà. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Bon, déjà parce que c'est hyper important, et surtout parce que, comme vous en concluez comme moi, que donc la priorité du gouvernement, c'est l'écologie. C'est logique. Eh bien, pas tout à fait. Pardon. C'est-à-dire, il va y avoir une nouvelle loi immigration, pour parler clairement? Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et je me permets de prendre quelques minutes pour les expliquer. À quelle échéance? Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux dans les centres de rétention administratifs. Il propose que les profils les plus dangereux puissent être maintenus en détention, non pas au maximum 90 jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 210 jours. Pour le faire, on a besoin d'une loi. Ça passe par du législatif, c'est pas du réglementaire. Et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025, et on ne s'interdit pas, au sein de ces propositions législatives, d'y mettre d'autres dispositions qui, encore une fois, nous apparaîtraient au sein du gouvernement et avec les discussions qu'on aura avec les groupes parlementaires comme utiles pour protéger les Français. Il ne doit y avoir, Neila Latrousse, aucun tabou en matière de protection. Juste, vous êtes en train de nous dire qu'il y aura une nouvelle loi immigration début 2025, notamment pour augmenter la durée de détention dans les centres de rétention administrative. C'est une annonce. C'est précisément ce que je viens de vous dire. Et on ne s'interdit pas de réfléchir à d'autres dispositions qui pourraient être proposées dans cette loi. Ça se fera dans le cadre de discussions au sein du gouvernement. Ça se fera dans le cadre de discussions avec les groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de ce qui pourrait aussi être dans cette loi en début d'année à l'étude? Aujourd'hui, on parle essentiellement de la prolongation de la durée de détention dans les centres de rétention administrative. Nous n'avons pas pris de décision supplémentaire. Il y a trop de mots dans la phrase. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu un changement de micro en scred pendant la vidéo. J'espère que du coup, c'est mieux pour vous le son. Moi, j'ai un meilleur retour, donc j'espère que pour vous, c'est pareil. Donc, ouais, transition, non pas écologique. Donc, pour le gouvernement, la priorité, vous avez compris, c'est pas l'environnement, c'est une nouvelle loi immigration. Donc là, vous avez écouté Maud Bréjon sur BFM TV, Maud Bréjon qui est donc macroniste et la porte-parole du gouvernement de Michel Barnier. Pourquoi je vous montre ça? Eh ben parce que c'est quand même... alors pourquoi? Parce que c'est le premier effet de la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Une des conditions de sa nomination, c'était que Bruno Retailleau puisse porter une nouvelle loi immigration, Bruno Retailleau étant un des auteurs de la première mouture de la loi immigration. Donc vous vous souvenez qu'on a quand même passé une loi immigration en janvier dernier, janvier 2024. Cette loi immigration, elle avait été largement, pas mieux le son, mais l'essentiel et le message et les infos, eh bien je vais essayer de m'en tenir à ça. Désolé pour du coup la qualité. Donc, en janvier, il y avait une loi immigration qui a été passée, et la première mouture de cette loi immigration, elle avait été largement écrite par les sénateurs LR, d'accord, dont Bruno Retailleau, qui à l'époque était le patron des sénateurs, les Républicains, au Sénat donc. Cette version de la loi immigration, elle était très 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 dure. C'était probablement la loi la plus xénophobe depuis Pétain, où il y avait la suppression de l'AME, il y avait il y avait la réduction du nombre d'étudiants étrangers, il y avait en fait la préférence nationale, tout simplement. Et cette loi-là avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, non pas sur des arguments de fond. Le Conseil constitutionnel n'a jamais dit non, on ne peut pas faire ça, c'est au contraire à notre loi fondamentale, ou au droit de l'homme, tout ce que vous voulez. Le Conseil constitutionnel avait dit ce sont des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des textes, des amendements qui n'ont rien à faire là, sur l'objet de la loi. Donc, ils avaient nettoyé le texte
Et donc la loi immigration telle qu'elle a été adoptée en janvier était déjà dure, c'était la loi Darmanin en gros, elle était déjà dure, mais moins dure que de la version de Bruno Retailleau. Cette fois, le ministre de l'Intérieur, ça ne vous a pas échappé, c'est plus Darmanin, c'est encore pire, c'est Bruno Retailleau. Donc lui, il veut revenir avec son texte initial, texte qui par ailleurs, et je vais y venir, était soutenu par, était à demi-mot adoubé par le RN. Le RN veut faire pire encore, mais le RN est en mode bon, ça va dans le bon sens, quoi. Cette loi immigration, déjà une première dinguerie, c'est qu'on a eu un débat de 3 mois l'an dernier entre octobre et même plus, entre septembre et vraiment ça a pourri tout 2023 en fait de mémoire. On a eu un long débat sur la loi immigration qui a largement permis au RN de rythmer le débat public parce que c'est sur ces thèmes que le débat public se structurait, l'immigration, l'insécurité, tout ce que vous voulez. Donc là on va repartir pour des mois de débat sur ça, donc clairement cadeau au RN en termes juste de débat, tu vois, d'occupation d'espace médiatique, c'est parfait pour le RN qui va se passer. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'on est ce serait la 29e loi immigration alors, il y a quelqu'un qui dit une nouvelle loi immigration, c'est peut-être une loi qui va assouplir celles qui viennent d'être votées. Non. Quand tu écoutes ce que dit Maud Bréjon, pas du tout. C'est une loi qui va plus dur. Bruno Retailleau, il est dans le nostalgie de la loi qu'il aurait aimé passer il y a un an, et cette loi-là était, comme je l'ai dit, bien plus dure. Donc, et puis je vais venir aussi sur la question du rapport de force à l'Assemblée, mais c'est aussi une donnée. Ce qui est fou, c'est qu'on a passé une loi immigration en janvier dernier, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi rime ces lois immigration si on en passe depuis 40 ans une trentaine et que là, on en passe une même pas tous les ans, tous les 6 mois, tous les 8 mois. C'est-à-dire que la loi immigration qui a été passée, au-delà de son contenu, la loi immigration qui a été passée en janvier 2024, on n'a aucun recul sur ses effets. On est bien d'accord. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Une loi, il faut, avant de la réformer ou de l'évaluer, une loi, faut pouvoir l'évaluer précisément. Et là, on va avoir un moment où la loi immigration de janvier 2024, on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas si elle a produit... Admettons, l'objectif de cette loi est de réduire l'immigration. Je ne dis pas que je suis pour, évidemment, mais prenons les mots. C'est leur objectif. Est-ce que cette loi a permis de réduire l'immigration ? On n'en sait rien. Ils sont déjà en train de passer une nouvelle. Enfin, c'est quand même une dinguerie, cette espèce d'inflation législative. Ce qui prouve que leur idée, c'est pas de passer des lois pour qu'elles aient des effets. C'est de passer des lois pour avoir un impact sur le débat public et brosser l'électorat et le RN dans le sens du poil. Parce que je rappelle le contexte, il y a une partie de la dernière loi immigration qui n'a pas été appliquée car il n'y a pas eu de décret d'application. Tout à fait, mais une partie a été appliquée. Et de toute façon, appliquée ou pas appliquée, à un moment il faut évaluer ce qu'il y a. Encore une fois, il n'y a pas d'étude d'impact. Et puis là, vous avez écouté le Maud Bréjon, elle est sur immigration, individus dangereux. Enfin, il y a cette petite musique encore de étranger égale danger, quoi. Donc, ce qui est important, c'est que n'oublions pas que ce gouvernement Barnier, il repose, et sa survie repose sur l'assentiment du Rassemblement national et de Marine Le Pen. On l'a vu, si vous étiez là la semaine dernière, on avait fait un point sur la motion de censure qui n'était pas passée. Si le gouvernement Barnier n'a pas été censuré, c'est parce que le RN ne l'a pas censuré. Et ça va être ça jusqu'à la fin. Le jour où le RN se retourne contre le gouvernement, ciao Barnier. Donc, il faut donner des gages au RN pour pas que le RN te censure. Et quoi de mieux qu'une loi immigration que le RN dira trop laxiste, de toute façon, c'est son intérêt de le dire. Mais le RN dira ça va dans le bon sens, mais il faudrait faire plus. Voilà. Le RN a déjà commencé à taper sur le projet de loi de Retailleau en disant ah mais oui, il y a des trucs qui marchent pas. Mais en fait, ça va leur donner, je sais pas combien de temps le débat va durer, mais admettons que la loi arrive vers janvier-février 2025, ce qui est prévu normalement en discussion. On va avoir 3 mois de débat dégueulasse sur les plateaux télé, sur immigration, délinquance, etc. Quel est le but de ces multiples immigrations ? Bonne question. Alors le but à chaque fois c'est censé être de maîtriser l'immigration, c'est le terme utilisé, mais encore une fois, il y a une inflation législative autour de cette question-là qui montre qu'au-delà même de vouloir produire des effets, en fait on veut surtout occuper l'espace médiatique. En fait, ils ont identifié que l'immigration est un marqueur dans l'électorat, et donc il faut donner le sentiment qu'on s'en occupe. Et donc on fait des lois. Et du coup, on débat de ça. Et en fait, il y a une hystérisation de la question de l'immigration autour de ces lois-là. Et là, pour le coup, on est à la fois dans la vocation de faire plaisir au RN, pour pas se faire censurer,
et d'occuper l'espace avec une loi qu'on imagine dans l'air du temps, vu que l'électorat serait de droite. Et on va y venir là-dessus. Je voudrais juste, avant de continuer, qu'on écoute une deuxième extrait de Maud Bréjon, parce que Maud Bréjon, c'est donc elle est porte-parole du gouvernement, c'est une fonction ingrate où tu es censé défendre quoi qu'il arrive ce que fait le gouvernement, même quand c'est des dingueries. Et bon, Maud Bréjon, elle est pas mal là-dessus. Je pense qu'on va avoir une bonne cliente sur les propos un peu dingues. Et donc je voulais vous faire écouter cet extrait aussi. Bruno Retailleau, est-ce que vous êtes 100% à l'aise avec tout ce qu'il dit, y compris lorsqu'il dit que l'état de droit n'est pas intangible? Vous savez, moi j'entends beaucoup de caricature à l'encontre de Bruno Retailleau depuis sa nomination depuis 2 ou 3 semaines. Le Rassemblement national dit il parle comme un porte-parole Non, mais attendez. Que dit Bruno Retailleau, encore une fois? Bruno Retailleau dit on doit garantir davantage de sécurité pour le français et on doit continuer à reprendre le contrôle des flux migratoires. Bruno Retailleau est en fait extrêmement lucide. Et il fait là un constat de bon sens, mais qui est le constat qui, je crois, a été formulé par une large majorité de Français. Et vous le voyez, je pense, dans les échanges que vous pouvez avoir aussi. Et face à ça, il fait des propositions, mais pardonnez-moi, Bruno Retailleau, qui a pour mission de garantir la sécurité des Français, ne va quand même pas devoir s'excuser d'avoir des idées. Donc vous êtes à l'aise avec tout ce qu'il dit pour répondre à la question d'Amandine. Pardonnez-moi, il fait des propositions sur les 3 échelles qui apparaissent comme pertinentes en la matière, à savoir l'international, avec un bras de fer qui doit être assumé pour obtenir les laissez-passer consulaires avec les pays d'origine, au niveau européen, avec une mise en œuvre la plus rapide possible du pacte asile-immigration qui doit permettre, je termine, de contrôler davantage les frontières européennes, et des propositions formulées, on y reviendra je pense sur le niveau national, qui appelleront de nouvelles dispositions législatives. Voilà, donc ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure sur si ça se trouve cette loi-là sera plus souple que les précédentes. Vous voyez que non. Là, Maud Bréjon, elle défend bec et ongle tout ce qu'a dit Bruno Retailleau, y compris la phrase qui s'est affichée à un moment pendant son entretien où elle dit la phrase de l'état de droit n'est ni intangible ni sacré de Bruno Retailleau, dit prononcée au JDD hebdomadaire d'extrême droite, hein, par ailleurs, le contexte où la phrase a été prononcée n'est pas anodin. Voilà. Et elle dit cette phrase qui est magnifique, il va quand même pas s'excuser d'avoir des idées. Alors, ça dépend des idées, j'ai envie de dire. Voilà, il va quand même pas s'excuser d'avoir des idées fascistes. Ben voilà, c'est un peu l'idée. Non pas que voilà, genre, enfin, comme c'est toutes les idées sur l'immigration étaient bonnes à prendre. Donc, vous voyez que le gouvernement resserre les rangs et ne dément pas, ne s'éloigne pas de la ligne Retailleau, qui sera probablement le cap. En gros, ce sera le ministre le plus important de ce gouvernement. Enfin, soyons honnêtes, c'est le ministre qui donne des gages à Marine Le Pen. Et voilà, la différence entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, qui est parti rejoindre Marine Le Pen, même s'il a fondé son propre parti, c'est devenu un satellite de Marine Le Pen. La différence concrète entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti, elle n'existe pas. Hein. Enfin, je veux dire, Bruno Retailleau est resté chez les Républicains uniquement parce qu'il était patron des sénateurs LR et qu'il n'avait aucun intérêt à quitter le parti vu sa position. Là où Éric Ciotti risquait son siège et avait tout intérêt au niveau de sa circo à s'allier avec le RN pour sauver son cul. Mais pas du tout Retailleau. Mais en vrai, il n'y a rien qui les sépare idéologiquement, c'est la même ligne. Et donc, Retailleau, et d'ailleurs, le RN ironise en disant mais cool, il parle comme nous, on a le porte-parole du RN au gouvernement. Ce que Maud Bréjon réfute, mais en fait, c'est la réalité de ce que dit le RN. Donc voilà, bref. Idem pour Wauquiez, qui était le boss de Ciotti. Ouais, tout à fait, pareil. Les différences concrètes de ces gens-là, c'est une question de positionnement, de stratégie électorale qui les sépare, mais c'est pas une question de fond. Je voulais vous montrer ça du coup parce que ça me paraissait important et je vais vous montrer je suis en mode dessin de presse aujourd'hui. Je voulais vous en montrer 2. Un dans l'UMA. Attendez que je le retrouve. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Parce que je le trouve terrible ce dessin et en même temps tellement juste. Voilà. Loi immigration 2025 et on voit un balayeur. Parce que c'est ça qu'on parle en fait quand on parle d'immigration. On parle aussi le travailleur. Il y a cette espèce de
de lien discursif qui est fait entre immigration et délinquance, et on oublie de parler d'immigration et de travail. Et en fait, les immigrés, c'est ça aussi. C'est la plupart des petits boulots qui sont baladez-vous, il suffit de se balader dans n'importe quelle grande ville et vous voyez qui s'occupe qui travaille dans le BTP, qui travaille dans les cuisines, qui travaille dans le nettoyage, les éboueurs, voilà. C'est souvent les personnes issues de l'immigration et qu'on stigmatise. Je trouve ce dessin de Gros, du coup, dessinateur dans l'UMA, incroyable. Enfin, vraiment tragique et en même temps tellement juste. Pardon, je suis reparti sur les dauphins, c'est pas du tout ce que je vous montrais. Et oui, il y a un autre dessin qui me fait beaucoup plus rire, pour le coup, c'est ce dessin-là. Je sais pas si vous l'avez vu passer, de Cécile... alors, je sais plus son nom, Cécile quelque chose, j'ai oublié le nom de la dessinatrice, vous m'excuserez. Mais voilà, ce dessin en mode un peu Martine à la plage me fait beaucoup rire. Et résume très bien le rapport de force et l'équation actuelle dans laquelle est posé le gouvernement. Donc bref, vous savez ce qui vous attend. Là, on a le budget, et puis on sait en janvier, on va avoir une bonne séquence parlementaire sur une loi immigration. C'est génial. Et donc tout ça, évidemment, en attendant, le climat, les animaux qui disparaissent, on s'en fout. Le problème, c'est les Arabes pour le gouvernement. Et oui, alors, et du coup, je voulais parler de ça parce qu'il y a un entretien super intéressant dans le Monde, parce que au-delà de la question du rapport de force avec le RN, je pense qu'il faut, ça c'est la cause conjoncturelle de pourquoi la Macronie fait passer une loi immigration maintenant. Enfin, veut en passer une nouvelle. Au-delà de ça, et ce qui explique aussi la droitisation de la Macronie depuis 2022, on va dire, mais même pas avant, mais 2022, il y a vraiment une bascule claire. Ce qui explique ça aussi, c'est la Macronie est un truc un peu souple. C'est-à-dire, ils sont un peu une girouette, c'est ce qu'on appelle l'extrême centre, une des caractéristiques de l'extrême centre, tel que défini par l'historien Pierre Cernat qui a popularisé le terme. C'est que c'est le girouettisme, ce qu'on appelle. Donc, en gros, ils suivent le sens du vent. Le pari de la Macronie, c'est que que l'opinion publique est à droite et que la France est de droite. Et donc, comme la France est de droite, il faut faire des politiques de droite. Non pas que ça les heurte de le faire, hein, c'est pas des gauchistes contrariés, on est bien d'accord. Mais c'est un des paris qui est fait. Par exemple, ce qu'on entend dans le discours de Maud Bréjon, c'est de dire bah ouais, l'immigration, mais il propose des choses sur l'immigration, mais vous voyez bien que les gens veulent des mesures sur l'immigration. Et en plus, elle le dit pas comme ça, mais sous-entendu, il y a 11 millions de gens qui ont voté pour le RN, il faut bien que ces gens-là, on les récupère, quoi, on leur parle. Et pour leur parler, il faut flatter leur réflexe xénophobe et passer une loi xénophobe. C'est ce qu'elle dit de façon implicite. Bon. Or, ce calcul, qui consiste à dire que la France se droitise, il n'est pas si simple, et je voulais vous montrer un entretien croisé qui a été publié dans Le Monde le 11 octobre. La France s'est-elle vraiment droitisée? Entretien croisé entre Jean-Michel Blanquer et Vincent Tiberi. Alors ça s'écrit Tiberge, mais ça se prononce Tiberi, qui est donc chercheur. Alors, entretien croisé donc entre Jean-Michel Blanquer, vous le connaissez, ancien ministre de l'Éducation, mais c'est pas forcément lui qui m'intéresse dans cet entretien, même si l'échange est intéressant. C'est Vincent Tiberi. Vincent Tiberi, donc il est politiste, et il a écrit ceci, que je vous conseille fortement, un ouvrage très intéressant qui s'appelle « La droitisation française, mythe et réalité », où il dit donc « Les électeurs votent de plus en plus souvent à droite, voire à l'extrême droite, constate-t-il, mais les citoyens, eux, sont de plus en plus ouverts en ce qui concerne l'immigration. Paradoxe, si la France veut réduire ce fossé entre les valeurs de la société et la couleur politique de ses élus, conclut-il, elle doit inventer des pratiques démocratiques plus horizontales et plus participatives. » Ce qui est intéressant donc dans les études de Tiberi, c'est que, en fait, elle montre que la droitisation qu'on nous sert à toutes les sauces, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une droitisation par le haut et pas par le bas. Je vais vous le lire du coup. Donc on me pose une question. Vous démontrez, Vincent Tiberi, que la société française est de plus en plus ouverte sur les questions dites de libéralisme culturel, peine de mort, égalité homme-femme, mariage pour tous, mais aussi de diversité. Quels sont les travaux démontrant cette analyse qui est contre-intuitive? Et il répond,
Les enquêtes sérieuses menées dans le temps long montrent que sans ambiguïté, même si ce résultat peut surprendre, la société française est de plus en plus tolérante envers l'immigration. Si l'on étudie depuis 1984 l'indice longitudinal élargi de tolérance, un baromètre qui agrège 100 séries de questions et plus de 1300 points de données, on constate que la droitisation de la France par le haut, celle du champ politique, ne s'est pas accompagnée d'une droitisation par le bas, celle de la société, au contraire. Qu'il s'agisse de la contribution de l'immigration à l'économie, de l'enrichissement culturel lié au métissage ou de l'acceptation des enfants d'immigrés comme des Français comme les autres, la société française est de plus en plus ouverte aux minorités ethniques et raciales. Le soutien au droit de vote des étrangers est passé de 34% en 1984 à 50% en 2022, et l'affirmation selon laquelle l'immigration est une source d'enrichissement culturel de 44% en 1992 à 73% en 2022. Quant à l'idée qu'il y a, je cite, trop d'immigrés en France, elle a reculé de 69% en 1988 à 55,3% en 2022. Ce mouvement est lié à deux phénomènes, l'élévation spectaculaire du niveau du diplôme, faire des études induit une meilleure acceptation de la diversité des croyances, des modes de vie et des histoires familiales, et le renouvellement des générations. Les Français les plus jeunes ont grandi dans un monde beaucoup plus métissé que leurs aînés, ce qui fait d'eux des citoyens plus ouverts. Bon, après il y a Blanquer qui débat avec lui, je vous le fais pas en entier, mais qui lui en gros vend le fait que le clivage gauche-droite ça veut plus rien dire, enfin bref c'est de la Macronie, mais c'est intéressant parce que en fait, ils sont pas vraiment sur le même plan, ils répondent de manière beaucoup plus politique et l'autre répond de manière beaucoup plus sociologique, mais en tout cas l'échange est intéressant malgré tout. Et voilà, je vous conseille fortement de le lire parce que voilà, Tiberi, donc vous l'avez là à droite en dessin. Tiberi, il est vachement intéressant sur cette question-là et il montre que en fait, ce qui s'est droitisé, en gros, c'est pas tant la population que la classe politique. La classe politique, elle, s'est droitisée et les médias se sont droitisés. Bon, je vous fais pas la leçon sur CNews et l'offensive de Bolloré, etc. Mais c'est un parti évidemment. Et c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que par exemple, l'immigration, on en parle énormément sur le plateau télé, mais pas tant, enfin moins que ça, en tout cas, dans la population. Et que c'est pas en tout cas un sujet. Et quand par exemple, alors je sais plus s'il faut que je le retrouve, mais attendez, il y a un moment. Tac. Ouais, là il y a un autre passage intéressant que je vais vous lire de Vincent Tiberi. Il y a un vieux débat chez les politistes consistant à se demander si les responsables politiques se contentent d'exprimer les valeurs des forces sociales en présence ou s'ils parviennent à imposer des thématiques par le haut. La seconde proposition me semble incontestablement la plus solide. Les études montrent que les valeurs des citoyens sont plus mouvantes qu'on ne le croit et qu'elles évoluent en fonction du contexte, du voisinage, des réseaux interpersonnels ainsi que de la manière dont les élites politiques, médiatiques et sociales cadrent le débat public. Le combat principal des acteurs politiques consiste en réalité à dicter l'agenda, ils poussent certains sujets et façonnent la manière dont on parle, que ce thème soit ou non au cœur de la préoccupation de l'électorat. Leurs discours sur la société française ne correspondent pas forcément à la réalité du terrain, et ils ont à ce titre une grande responsabilité dans la physionomie du débat public. Si la laïcité nourrit des controverses récurrentes, voire obsessionnelles, ce n'est pas parce que ce thème taraude les Français, c'est parce que l'extrême droite et la droite en ont fait le cœur de leur offensive idéologique. Bon là, il lance une balle à Jean-Michel Blanquer, parce que Jean-Michel Blanquer est proche du printemps républicain, et il sait que la laïcité, il fait partie de ces obsessionnels de la laïcité. Voilà. Et autre parole de Tiberi, donc il répond à Blanquer, vous affirmez que les combats des représentants politiques ne prospèrent que s'ils font l'écho des inquiétudes des Français. Donc là, Blanquer dit exactement ce que dit Bréjon tout à l'heure, il dit mais si on fait ça, c'est parce qu'il y a une inquiétude, enfin si on fait des politiques de droite en gros, il le dit pas comme ça, mais c'est parce que les Français attendent ça. Et la preuve, c'est que voilà, la preuve, les résultats électoraux du RN, etc. Donc Tiberi lui répond, vous affirmez que les combats des représentants politiques ne prospèrent que s'ils se font l'écho des inquiétudes des Français. Or, le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montre autre chose. L'obsession migratoire de la droite et de l'extrême droite ne reflète pas les préoccupations des citoyens. Lorsqu'on les interroge sur leurs craintes, les sujets cités sont, dans l'ordre, le niveau de vie, les inégalités sociales, la délinquance, le terrorisme, le racisme, l'environnement et le système de santé. L'immigration n'arrive qu'après. Ce qui montre que le lien implicite qui est fait souvent par la droite et l'extrême droite, voire de manière systématique, entre délinquance, terrorisme et immigration, ne se fait pas chez les gens. Ok ? L'attention, enfin pas chez tout le monde en tout cas, chez certains oui évidemment. L'attention politique et médiatique autour de cet enjeu vient non pas d'en bas, la société française, mais d'en haut, les élus de droite et extrême droite.
En politisant sans relâche depuis les années 80 les questions d'immigration, voire les faits divers, ces élus ont exacerbé les clivages sur l'islam et l'immigration, comme le montrent nos débats sur la laïcité. Historiquement, la laïcité d'Aristide Briand en 1905 était destinée à organiser les relations entre l'État et les religions et faire en sorte que chacun puisse croire ou ne pas croire. Néanmoins, à partir des années 90, elle a pris un tour identitaire. Elle a été mise au service de la défense d'une société considérée à tort comme homogène. Le discours républicain a souvent servi, et c'est dommage, à cacher des préjugés racistes. Voilà. Et donc, l'humain est proche du printemps républicain. Absolument pas. Je sais pas d'où tu sors ça. Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Le printemps républicain, c'est un truc de socialiste aile droite, proche des macronistes. Non, on n'est clairement pas proche du printemps républicain. Non, ça, je peux te... Le printemps républicain, c'est Raphaël Enthoven, Caroline Fourès. Et d'ailleurs, je vous conseille au passage le très bon livre qui est une fiction, mais qui est super intéressante, qui est une satire du printemps républicain de Aurélien Bélanger, qui s'appelle Les derniers jours du Parti socialiste, qui est sorti à la rentrée là. Et je vous le conseille, c'est un super roman, mais basé sur des faits réels, sur comment le printemps républicain a un peu la sauce Manuel Valls, en gros, a imprégné le Parti socialiste. Donc voilà. Je vais vous montrer ça parce que c'est super intéressant, parce que vous voyez que même le présupposé, l'argument qui consiste à dire nous faisons une loi d'immigration non pas pour plaire au RN, mais parce que les électeurs, les Français le veulent, même ça, c'est vraiment une connerie, quoi. J'ai souvenir d'une conférence Roussel-Fourest à la fête de l'humain. C'est possible, mais qu'il y ait un débat entre Fabien Roussel et Caroline Fourest, ça ne veut pas dire que l'UMA est proche du printemps républicain et ni que Fabien Roussel est proche du printemps républicain. Ils peuvent débattre entre eux. Il a débattu aussi avec Édouard Philippe. Bref. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'était ça. C'est hyper important de se dire que même le présupposé qui veut que la France est de droite, eh ben, il est largement débattable, en fait. Donc voilà. Voilà pour ce que je voulais dire sur l'immigration. Donc pour résumer, loi immigration pour plaire au RN, parce qu'ils font le calcul que la France est à droite et est obsédée par l'immigration. Alors ceux qui sont obsédés par l'immigration, bah, c'est eux, et c'est les médias, une partie des médias dominants. Et non pas que ce soit pas une préoccupation du tout des Français, mais ça l'est pas prioritairement, puisque encore une fois, la question du pouvoir d'achat, du niveau de vie, des inégalités sociales passe avant. Les questions sociales passent avant. Pour rester dans les joyeusetés macronistes, rapidement, je voulais qu'on fasse un petit point sur... on va rester dans le Monde parce qu'ils ont fait un article vachement pédagogue, j'ai envie de dire, sur le budget. Et donc là, on rappelle que le budget, c'est le grand débat parlementaire qui occupe le calendrier parlementaire quasiment jusqu'à Noël. Donc c'est en gros le budget, je rappelle que c'est la loi des lois, en gros c'est la loi qui permet qui conditionnera l'année, puisqu'en gros c'est le nerf de la guerre, c'est les sous, donc quand les budgets sera voté, on pourra passer des lois en conséquence. Et donc le budget, ça commence demain, parce que demain le texte budgétaire, donc le projet de loi de finances, on appelle ça PLF pour son petit nom, le PLF arrive en commission de l'Assemblée nationale demain. Et donc, là, c'est donc un résumé par le Monde du texte du PLF, donc le texte que proposé par Barnier. Ce texte va être amendé. C'est tout l'objet de son arrivée en commission, puis dans l'hémicycle et de tout le débat. Il va être amendé, évidemment. Probablement plutôt vers la droite, mais vu le rapport de force. Mais en tout cas, voilà donc secteur par secteur le détail des coupes et hausses budgétaires, parce qu'il y en a quelques-unes. Avec 20 milliards d'économies prévues, et donc je vois que quelqu'un avait parlé des enseignants, effectivement. Alors, 2200 suppressions de postes dans la fonction publique, qui se feront par le non-remplacement de départ à la retraite, mais augmentation de certains postes dans les ministères régaliens. Donc là c'est pour les ministères, création de 700 postes aux armées et 619 à la justice. Mais l'éducation nationale est particulièrement touchée, avec 2000 postes nets en moins, presque 1000 postes en moins pour le ministère du Travail, et la majorité de ces postes c'est pour France Travail. Donc en gros il y aura 500 postes en moins, donc France Travail qui a pris la suite de Pôle emploi. Voilà, pareil,
sérieux coup de rabot sur la justice qui fait que Didier Migaud, ministre de la Justice et caution de gauche autoproclamé du gouvernement, puisqu'il vient lointainement du PS, n'est pas content. Il estime que le budget n'est pas satisfaisant. Le projet de loi de finances prévoit ainsi un budget de 10 milliards d'euros, un coup de rabot qui s'élève à quasiment 500 millions d'euros selon Didier Migaud dans la justice. On nous dit donc le coup de rabot touche en premier lieu les recrutements. Pour satisfaire l'objectif de 10 000 embauches à l'horizon 2027, il fallait la création d'environ 1900 emplois en 2025. Le budget en présente 3 fois moins, soit 619. La sécurité, rare poste épargné, ça vous donne aussi un petit peu la coloration de ce budget, hein, quand vous voyez qu'est-ce qui est financé, qu'est-ce qui l'est pas. Bon, bah, l'éducation perd des postes et la sécurité en gagne. Bon, enfin, est épargné en tout cas. Vous en tirez les conclusions qui s'imposent. Conformément aux priorités du gouvernement en matière de sécurité des Français, je cite, les crédits alloués à la mission sécurité du PLF sont non seulement consolidés, mais connaissent une hausse de 3,5% avec 587 millions d'euros supplémentaires pour un total de crédit de 17,3 milliards d'euros alloués à l'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité. Les efforts consentis vont notamment dans l'investissement de l'immobilier. L'enjeu pour Bruno Retailleau est considérable alors que les syndicats de policiers attendent toujours le versement de la prime exceptionnelle pour la mobilisation des effectifs à l'occasion des JO. Reste que le ministère de l'Intérieur ne participera pas à l'effort collectif réclamé par le Premier ministre. Voilà. Je vous renvoie vers ce papier du Monde où vous avez un peu tous les en gros les secteurs clés. Voilà, où vous avez le taux d'imposition minimale de 20% pour les très hauts revenus. Bon, vous avez les petits efforts au budget, enfin les petits efforts de recettes fiscales consentis par Michel Barnier. Je rappelle que pourtant le Monde n'est pas un journal bolchevique, bien sûr, on est bien d'accord. Ce qu'il faut rappeler sur le budget et ce que vous voyez là, c'est que, encore une fois, le choix qui a été fait, c'est un choix politique. Dans ce budget-là, c'est un choix de quasiment pas augmenter les impôts. Alors, il y a une toute petite augmentation des contributions sur les entreprises et sur les très très hauts revenus, mais c'est une goutte d'eau. En gros, je crois que pour les revenus, c'est les gens qui touchent les ménages qui sont à plus de 500 000 euros par an, comme ça, donc c'est vraiment peu de gens. Ça veut dire plus de 20 fois le salaire médian. Le calcul, c'est de dire on reste quand même attaché à la politique de l'offre, c'est-à-dire en fait de ne pas toucher, de ne pas augmenter les impôts, de ne pas aller taper dans le portefeuille des plus aisés, et donc de raboter la dépense publique. Là où, par exemple, le contre-budget proposé par la gauche, c'est de ne pas raboter et d'augmenter les impôts sur les plus aisés, évidemment. Si tu augmentes les recettes, tu peux maintenir tes dépenses, voire les augmenter dans des secteurs clés où il faut faire de l'investissement, typiquement l'environnement. Bon, côté gouvernement, c'est évidemment le tabou de l'impôt, donc on est sur de la baisse de dépenses publiques avec les conséquences qu'on imagine. Suppression de postes, les suppressions de postes, ça veut dire un service public dégradé, etc. etc. Je ne fais pas la leçon là-dessus, vous le savez, mais c'est donc voilà, un débat à suivre à l'Assemblée, alors en commission à partir de demain et dans l'hémicycle de mémoire à partir de la semaine prochaine. Je crois que c'est du 21 octobre, mais j'ai un doute. Je crois que ça a pris du retard. Je vais vérifier, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, voilà, on va bientôt avoir la discussion dans l'hémicycle où ce sera l'occasion de voir le contre-projet budgétaire aussi de la gauche, donc du nouveau Front Populaire, qui a annoncé la semaine dernière qu'il proposerait un programme commun. Enfin, en tout cas, des amendements qui seront identiques à tous les groupes. Donc, il y aura un contre-budget du nouveau Front Populaire, s'il y en a parmi vous qui s'inquiètent de l'Union, à l'Assemblée nationale, sur la question du budget, il y a une solidarité des 4 forces du NFP, donc socialistes, insoumis, écologistes et communistes. Les 4 groupes sont sur la même longueur d'onde pour proposer un contre-budget commun. Là, pour l'instant, tout ce qui a été présenté, c'est sur le volet des recettes, donc de la politique d'impôt, puisque c'est en gros, le PLF est discuté en 2 temps. D'abord, on discute des recettes et ensuite des dépenses. Voilà, donc il y aura un volet dépenses plus tard, mais là on est dans le volet recettes. Donc en gros, coupe de budget pour le gouvernement et nouveaux impôts pour la gauche.
Attendez, je regarde qu'est-ce qu'on nous raconte dans le chat. Étant donné qu'au-delà de 400 000 € par an de revenus, la plupart des ménages de ce niveau font de l'optimisation fiscale. C'est donc une nouveauté de ne pas taxer les riches. Ah oui, tout à fait. Je pense que tax the rich n'est pas le slogan de la Macronie. Ça, je vous confirme que c'est pas ça l'idée. Disons que par rapport au gouvernement Attal, il y a une légère inflexion, mais c'est vraiment une goutte d'eau. Vraiment une goutte d'eau. Mais ça a le mérite d'avoir un petit peu. Il y a des gens de gauche qui me disaient ça, que j'avais interviewé à l'Assemblée. Ils me disaient Michel Barnier a le mérite de nous avoir permis de rediscuter de l'impôt là où les macronistes c'était tellement un tabou qu'ils ne voulaient même pas entendre parler. Donc c'est ironique quand les personnes disaient ça, c'est un mérite entre guillemets. Mais au moins, comme Barnier a dit, je suis ouvert à ce qu'on parle d'impôt. Bon, du coup, on peut parler d'impôt. Évidemment, la ligne de Michel Barnier, c'est pas d'augmenter les impôts pour les plus riches. En tout cas, dans une certaine mesure, mais pas plus. Mais voilà, ça ouvre le débat. Disons qu'il y a c'est moins obtus que le Macron. Enfin, je sais pas s'il faut qu'on se rassure comme ça, mais c'est moins obtus que les macronistes. Je vous propose de poursuivre cette revue d'actualité, pardon. En passant un petit coup, enfin un petit coup, non un gros coup parce que c'est quand même hyper important. On va peut-être parler quand même de ce qui se passe au Proche-Orient. On en a parlé un petit peu au début quand on parlait des États-Unis et de l'impact de l'élection du 6 novembre, ce que ça peut avoir sur Gaza et sur le Sud-Liban. Bon, le cœur de l'actu cette semaine, c'était surtout la question de Israël a-t-il, je sais pas si on dit, a-t-il, Israël a-t-il ciblé délibérément des casques bleus de la mission FINUL au Sud-Liban? A priori, oui. Et donc, je vais vous faire montrer un extrait sur BFM de Guillaume Ancel à ce propos. D'être prise à partie qu'immédiatement... Là, la réponse est ferme et claire. Exactement. Alors, la réponse est ferme. Et ce qui est très impressionnant, c'est que finalement, ce que nous décrit André à l'instant, c'est qu'ils ont été ciblés délibérément. C'est pas une fois, c'est pas un accident. La troisième fois, on se doute bien que ils sont la cible de tirs d'intimidation. Vous avez posé la question et on voit bien que André a essayé d'éviter de fustiger une des parties prenantes. Mais n'empêche que l'armée israélienne fait des tirs d'intimidation contre les casques bleus pour qu'ils quittent la zone. Et eux ont décidé de rester. Et ça, c'est un changement majeur parce que ça n'est pas dans l'esprit habituel de ce type d'être prise à partie qu'immédiatement... Là, la réponse est ferme et claire. Exactement. Alors, la réponse est ferme. Et ce qui est très impressionnant, c'est que finalement, ce que nous décrit André à l'instant, c'est qu'ils ont été ciblés délibérément. C'est pas une fois, c'est pas un accident. La troisième fois, on se doute bien que ils sont la cible de tirs d'intimidation. Vous avez posé la question et on voit bien que André a essayé d'éviter de fustiger. Désolé, on a eu un petit pendant l'extrait, vous l'avez eu 2 fois du coup. On a eu un petite discussion technique. Donc voilà, Guillaume Ancel, donc qui est, je vais reprendre qui est ancien officier et expert, souvent invité sur le plateau. Nous, on l'a eu aussi sur BFM. Vous l'avez écouté. Voilà, donc évidemment, donc des tirs de l'armée israélienne contre des casques bleus. Donc les casques bleus, je rappelle que c'est la force de maintien de la paix de l'ONU, qui est censée s'interposer entre deux camps, en gros, pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Les casques bleus ont été déployés dans de nombreux conflits depuis 1945, en Yougoslavie, au Rwanda, et j'en passe, en Centrafrique, etc. Et donc là, on parle de la mission au Sud-Liban des casques bleus qui s'appelle la FINUL. Donc là, le scandale, c'est qu'en gros, Israël s'est mis à cibler délibérément des casques bleus pour pouvoir poursuivre son offensive au Liban. Alors, je regarde juste la FINUL, ce que ça veut dire exactement, parce que j'ai oublié. FINUL, c'est donc la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Voilà, pour vous expliquer l'acronyme, pourquoi on appelle ça la FINUL. Je pense que c'est important de faire un point, c'est-à-dire que là, on a donc un État qui se met à attaquer la force de maintien de la paix des Nations Unies, aussi parce que c'est gênant qu'elle soit là.
Netanyahou a dit mais il faut qu'ils évacuent. On les a prévenus. Il faut que les casques bleus évacuent. Donc en gros, il faut que les soldats chargés du maintien de la paix se cassent pour nous laisser faire nos opérations militaires au sud du Liban. C'est ça qu'il veut dire. C'est quand même un pas de franchi, un nouveau, parce que il y a quand même pas mal de pas qui ont été franchis, mais c'est un pas de franchi par Netanyahou dans le conflit, c'est-à-dire que quelqu'un a exactement dit, il a fini, il est chargé de s'assurer que Tsahal ne franchit pas la frontière du Liban. Voilà, en tout cas, c'est censé être une force tampon, en tout cas entre les deux pays, dans les deux sens d'ailleurs. Mais voilà, bon de fait la frontière du Liban a été franchie par Israël et maintenant ce sont un peu des témoins gênants en fait, les casques bleus. Donc il faut qu'ils s'en aillent. C'est ce que dit Netanyahou. Donc Netanyahou ne respecte pas le droit international, ça on le savait déjà, on le savait en Cisjordanie, on le savait avec les violations, les crimes de guerre commis à Gaza et maintenant les exactions et maintenant on sait que les casques bleus, ils s'en tapent un peu. Je voulais vous en parler parce qu'il y a deux choses autour de cette question-là qui sont importantes. Il y a Macron qui a réagi. Attendez, je retrouve l'extrait parce que je ne l'ai pas mis dans mon... Ouais. Hop, je vous mets ça. Donc Macron aurait dit, selon Le Parisien, c'est qui sort cette information, c'était hier, Macron aurait dit en Conseil des ministres, donc citation confirmée par plusieurs participants, nous fait savoir Le Parisien, je vais vous citer la citation exacte. Hop, Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, par conséquent il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. Bon, par ailleurs, aucun pays ne devrait s'affranchir des décisions de l'ONU, mais bon, admettons. Non, mais c'est important parce que là, c'est quand même une charge hyper violente. C'est de dire, encore une fois, il y a eu un plan de partage des Nations Unies qui a créé, qui à la base, en 1947, devait créer un État de Palestine et un État israélien. Ce plan de partage n'a pas été respecté. Il n'y a que la partie Israël qui a été créée. Et Netanyahou dépend de ça. Donc les Nations Unies ont permis de fait l'existence de l'État d'Israël et l'existence légale. Et donc que Netanyahou ne respecte pas le droit international, c'est un problème. De toute façon, ce serait un problème même s'il n'y avait pas eu de mandat de l'ONU, on est bien d'accord. Mais bon, c'est une charge quand même, encore une fois, inédite de Macron, après la question des livraisons d'armes la semaine dernière. Encore une fois, ce sont des petites inflexions, ça ne veut pas dire que Macron est devenu un leader pro-palestinien radical, on est bien d'accord, mais on voit une position qui, au fur et à mesure que les horreurs deviennent de plus en plus intolérables, s'infléchit. Évidemment, Macron s'est fait pourrir par tout ce que compte de pro-israélien le débat public français, évidemment. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le débat public, on l'avait déjà fait la semaine dernière sur la question de Rima Hassan qui était passée sur BFM, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, je voulais vous montrer un extrait sur LCI de Philippe Val, ancien directeur des antennes de France Inter, ancien directeur de Charlie Hebdo aussi. Philippe Val qui est très printemps républicain, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et voilà ce qu'il dit quand on l'interroge sur la laitière sur la finule. Israélien tirerait sur les forces de l'ONU. Enfin, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Il faut voir aussi que l'ONU a une position extrêmement agressive vis-à-vis d'Israël et se met en... Enfin, voilà, on a bien vu ces derniers temps les déclarations du secrétaire général. On voit bien de quel côté il est dans cette affaire. Il est plus du côté du Hezbollah que du côté d'Israël. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Bon, c'est triste à dire, c'est incompréhensible d'ailleurs politiquement. On comprend pas pourquoi, mais voilà. Alors maintenant, on avance des choses qui sont sans information. Enfin, on a les déclarations des uns et des autres, c'est tout. Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'État israélien bombarde l'ONU? Non, mais faut pas. C'est idiot de dire ça. Ça n'a aucun sens. On croit savoir que quand même la force onusienne avait été avertie par Israël, qu'il avait même fait injonction de quitter 29 des lieux qu'elle occupe au sud du Liban, et l'ONU avait dit non. Et donc l'armée israélienne, Tsahal, avait dit mais vous prenez d'énormes risques, mais ils n'ont pas bougé. Et alors l'incident ou l'accident, heureusement les soldats, les casques bleus
sont peu blessés, heureusement. Récemment, Israël, rappelez-vous, avait accusé les Nations Unies de compter parmi leurs rangs à Gaza des membres proches du Hamas. Alors, l'ancienne ministre des Affaires étrangères française avait fait une enquête, avait dit non, c'est pas vrai. Mais quand même, il y a... Et c'était vrai. Et en fait, oui, certains disent que c'était vrai. Donc, il y a... je ne dis pas qu'il fallait... que ça donne droit à Tsahal de tirer sur des soldats. Mais si d'abord ils avaient dit qu'il fallait partir, et ensuite qu'ils n'obéissent pas, Israël, de la même façon qu'elle ne tient pas du tout compte des avertissements américains, eh bien là, elle va jusqu'au bout de ça. Logique. Israël dit, maintenant, c'est nous qui allons nous occuper de faire dégager le Hezbollah pour qu'il arrête de nous tirer dessus. Et sur son chemin, Israël rencontre ces casques bleus et ça ne se passe pas bien. Mais malheureusement, il faudrait sortir de cette hypocrisie qui nous explique que ce sont des soldats de la paix. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup. Voilà. Bon, bah, vous avez compris. Je vois que le chat a pas mal réagi à ça. Bah, bien sûr. Malheureusement, c'est ce qu'on croise beaucoup sur les chaînes d'information continue sur la question. Alors là, c'est vraiment la version caricaturale presque, mais c'est LCI, hein, c'est pas CNews. Donc vous imaginez comment ça se cadre sur CNews, ce débat. Bon, voilà, en gros, donc on a quelqu'un qui n'est pas expert de la situation, hein, qui est pas allé sur place, qui nous explique que c'est pas vrai. C'est pas vrai, cette histoire de casque bleu, etc. Puis qui nous dit, quelqu'un d'autre qui nous dit, mais de toute façon, ils ont été prévenus. Ils n'ont pas voulu partir. Bah oui, parce que leur mission, c'est précisément d'éviter, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est précisément d'éviter qu'il y ait une escalade militaire dans la région. Donc ceux qui sont censés maintenir la paix vont pas partir quand la guerre arrive, en fait. Ils sont censés faire tampon et cordon sanitaire pour éviter qu'il y ait un conflit. Donc s'il y a un conflit, dès qu'il y a un conflit, il se casse. C'est pas des casques bleus en fait, c'est des figurants quoi. Donc déjà l'argument il est lunaire. Évidemment on accuse l'ONU d'être partial, alors il a pas dit ça, mais je rappelle que par exemple Israël accuse régulièrement l'ONU d'être antisémite parce que l'ONU veut sanctionner Israël, mais en fait l'ONU ne fait qu'appliquer le droit international qui est sa charte. Encore une fois, si Israël est sanctionné par l'ONU, c'est parce que Israël viole le droit international. Là, ce que sont en train de nous dire ces gens, c'est que le droit d'Israël à bombarder ses voisins est supérieur au droit international. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Au nom du 7 octobre, au nom de tout ce que vous voulez, mais c'est ça ce qu'ils sont en train de nous dire. Et l'extrait est fou, quoi. Parce qu'on est en train de nous expliquer voilà, que l'ONU défend le Hezbollah. Alors, encore une fois, c'est pas parce qu'on est contre Israël qu'on est pour le Hamas ou pour le Hezbollah, un petit peu de nuance, quoi. On peut être opposé à des mouvements islamistes à tendance terroriste, ou carrément terroriste, ou tout en ne soutenant pas l'État qui commet des massacres dans les populations civiles, en fait. À un moment, on peut être contre les deux et être pour la paix, justement, et pour la paix et des Israéliens, et des Palestiniens, et des Libanais, maintenant. Enfin, bref. Le débat, il est dégueulasse, il est pollué, c'est de la non-pensée, vraiment. Et ça, c'est en boucle quand on parle du Proche-Orient. Et oui, il y a quelqu'un qui dit en France, on place Israël au-dessus de l'ONU au calme. Alors, en France, pas en France, dans les plateaux télé de certaines chaînes d'infos en continu, c'est le cas, de fait. Mais ce qu'on a montré, par exemple, quand c'est bien, il faut le dire aussi, entre guillemets, la position de Macron, ce qui a fuité dans le Parisien, mais généralement quand ça fuite d'un conseil des ministres, c'est que c'est organisé. Enfin, les fuites, quand l'Élysée veut pas que ça fuite pas. En gros, je pense qu'il faut le dire comme ça. Là, si ça a fuité, c'est qu'il voulait que le Parisien le publie et qu'il le fasse savoir. Bon, que Macron dise ça en conseil des ministres, vous voyez bien que Macron, lui, il place pas, même s'il n'agit pas, c'est bien le problème. Dans le discours, au moins, il n'est pas en train de dire, que ce qui compte, c'est le droit d'Israël à bombarder et c'est pas le droit international. Il rappelle que l'ONU, c'est un peu le cadre légal de tout le monde. Si on est pour la paix de tous, si on n'est pas pour la paix de tous, on est pour la paix de personne. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc voilà. C'est encore une fois, je ne sais pas si on va faire ce point chaque semaine parce qu'on a déjà parlé la semaine dernière, mais
enfin, le cadrage médiatique sur la question du Proche-Orient, il est quand même ultra problématique. Ça meuble en invitant des gens qui sont éditorialistes, toutologues, experts en tout et donc en rien, et qui nous expliquent la vie alors qu'ils n'en savent rien du tout, qu'ils n'ont pas bossé, et ce qui leur compte c'est juste l'idéologie. En l'occurrence, bon, on peut dire que la position politique de ces gens-là sur ce plateau-là, c'est d'être pro-israélien. Et voilà, ils accusent l'ONU d'être partial et pro Hezbollah, mais enfin, eux sont pro-israéliens, qu'ils le disent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens aussi. Voilà. Et donc, je voulais vous le montrer parce que ce sont des chaînes d'information en théorie quand même, et il y a 10 minutes de débat où il n'y a aucun élément factuel et c'est juste du non, c'est pas vrai, l'ONU est infiltrée par le Hamas, l'ONU est pro enfin, à Gaza, l'ONU est pro Hezbollah et hostile à Israël. Non, l'ONU est hostile à des États qui violent le droit international. C'est tout. Voilà. Et on devrait tous l'être par ailleurs. C'était ça que je voulais vous montrer sur la question de la finule et de ce qui s'est passé au Proche-Orient cette semaine. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là, à moins que vous vouliez me parler de quelque chose dans le chat, n'hésitez pas. Je voulais vous conseiller un article, c'est pas très léger pour conclure, je vous le préviens. C'est toujours dans Le Monde. Je vais pas vous le lire parce que déjà il est très long et surtout c'est un sujet très difficile et trigger warning vraiment. Si vous êtes sensible à ces questions-là, ne le lisez pas. Enfin, je pense que ça va être très dur. Donc vous savez qu'il y a le procès des viols de Mazan en ce moment et donc Le Monde fait un sujet sur un autre procès qui est passé plus inaperçu mais qui est tout aussi instructif malheureusement sur la culture du viol, etc. Je vous le mets là, c'est un très long sujet de Lorraine de Fouché pour Le Monde, qui été publié le 14 octobre, et donc qui raconte l'histoire de Milly, survivante d'un viol collectif dans un local de Champigny-sur-Marne, qui dit « J'étais comme une poupée de chiffon ». Je vous le dis pas entièrement, je vous fais un peu le résumé, parce qu'en gros il y a le procès de ces agresseurs en cours aussi, un procès donc beaucoup moins médiatisé, mais en gros donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui en 2020 a été déposée dans une banlieue de Champigny-sur-Marne par ses amis, qui l'ont laissée là, en tout cas c'est ce que une des accusations, c'est qu'il l'aurait presque vendue à des gens pour qu'ils la violent dans un local, pour ce qu'on appelle, ce terme horrible, de tournante. Voilà, et elle raconte ça. C'est très dur à lire, enfin vraiment c'est parce que donc en gros Milly a décidé elle a décidé de parler à visage découvert en donnant son nom. Donc voilà, c'est elle qui a fait la démarche de ne pas vouloir être anonyme et de vouloir porter ce sujet. Et voilà, elle avait 18 ans à l'époque des faits. C'est terrible parce que du coup ça met évidemment le témoignage de la jeune fille et puis l'audience des gens. Ils sont pas tous été arrêtés parce qu'il y a certains qui n'ont pas pu être identifiés, mais parce que donc, les agresseurs étaient cagoulés, mais certains le sont, et ses amis qui ont été plus ou moins complices de cette agression sont aussi jugés. Voilà, c'est un sujet extrêmement dur, mais à la fois extrêmement comme le courage de Madame Pellico à Mazan qui a décidé de ne pas avoir un huis clos pour son procès à Mazan, pour que ça soit public, pour qu'on puisse suivre les audiences de tous ces agresseurs et qu'elle affronte les récits des agresseurs avec une dignité énorme. Milly, c'est un peu ça aussi. Et moi, je ne peux que m'incliner de respect devant des gens qui ont vécu des trucs pareils et qui sont capables, avec une dignité absolue, de porter ce combat. Milly, maintenant, elle veut monter une asso aussi pour aider les victimes de violences sexuelles, etc. C'est voilà, un courage immense. Et le papier, il est très dur, mais en même temps, je pense que si vous avez la force de le lire, lisez-le parce que ça, c'est vraiment édifiant sur la culture du viol, sur parce que là on parle de violeurs qui sont mineurs pour la plupart. C'est sur l'effet de bande qu'on retrouve, sur l'effet boys band un peu qu'on retrouve aussi à Mazan. Voilà.
C'est pas une note très gaie pour terminer la revue d'actualité de cette semaine, je vous le concède, mais je trouve que c'était important de parler de ça et de reparler aussi de faire un petit point du coup sur Mazon, qui est quand même probablement le procès de l'année aussi en termes sur la question des VSS et de la banalité de la culture du viol. Et ben, si ça vous va, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette revue d'actu vous a satisfait? Est-ce qu'elle vous a paru pertinente, complète? Parce que si c'est le cas, je vous propose de s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? On a parlé du coup, pour ceux qui arrivent à la fin, on a parlé on a commencé en parlant des USA, donc de la campagne de Kamala Harris qui piétine. On a parlé ensuite en écologie avec ce rapport du WWF sur l'effondrement des animaux sauvages. On a parlé du gouvernement qui n'a rien à taper les animaux sauvages et qui veut faire une loi immigration, une nouvelle loi immigration annoncée pour début 2025, alors que la dernière le dernier est passé il y a moins de 10 mois. Ma régie est contente. Bah super. Et du coup, voilà. Et on a parlé du coup d'Israël, donc il y a des bombardements sur les casques bleus visés par Israël, et donc de ce reportage. Est-ce qu'il y a possibilité de redire le nom du papier pour Milly? Ouais, je te le remets une dernière fois avant de passer la main. Hop, le reportage, il s'appelle J'étais une poupée de chiffon, Milly, survivante d'un viol collectif dans un local de Champigny-sur-Marne. C'est dans Le Monde et ça a été publié le 14 octobre, donc lundi. Vive la France qui se lève à 10h. Très bon mot de conclusion.